Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, dans une sorte d'introduction, on pourrait dire, à la médiation écriture à laquelle nous allons consacrer deux vidéos qui feront suite en fait à celle-ci. En fait, on va évoquer aujourd'hui les fous littéraires. Alors, ce qu'on peut dire en introduction, c'est que cette expression en fait est apparue au 19e siècle lorsque des psychiatres en fait ont commencé à s'intéresser aux écrits de certains aliénés. Et que depuis, en fait, cette notion de fou littéraire a évolué. Elle s'applique, en fait, on pourrait dire, à des auteurs singuliers, dont le mode d'expression majeur est l'écriture, une médiation très intéressante et très opérante dans le champ des thérapies par l'art. Alors, au sommaire de cette nouvelle vidéo, naissance des fous littéraires. Ensuite, on verra Jean-Pierre Brisset, fou littéraire et prince des penseurs. Ensuite, Raymond Queneau, à la rencontre des fous littéraires. Enfin, on terminera par les fous littéraires des obsédés de l'écriture. Alors, ce qu'on peut te dire pour démarrer cette petite vidéo, c'est qu'il est important de recontextualiser en fait cette expression de fou littéraire. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'écriture, comme le dessin, en fait, furent les premières véritables médiations artistiques introduites dans les hospices pour aliénés au 19e siècle. Et qu'en ce sens, en fait, sur le plan psychiatrique, l'écrit a souvent été un moyen, on pourrait dire un moyen d'expression privilégié des malades mentaux. Et que toujours au 19e siècle, des psychiatres ont commencé à s'intéresser aux écrits de leurs patients. Et en fait, c'est à partir de cette période-là que l'expression fou littéraire a fait son apparition. Alors, naissance des fous littéraires. En fait, la notion de fou littéraire va se développer au 19e siècle et on va dire devenir un peu connue, cette expression, avec la publication de plusieurs ouvrages sur la question. Le premier peut-être, c'est celui de Charles Nodier, un ouvrage publié en 1835. Alors Charles Nodier qui était écrivain, qui est académicien, qui va publier en 1835 donc Bibliographie des fous de quelques livres excentriques. Et alors là, je vais citer Nodier parce que c'est assez drôle, assez acerbe à la fois la façon dont il écrit ça. Dans son introduction, Nodier écrit, et je le cite, « Les livres excentriques, dont je parlerai fort superficiellement dans ces pages, dont le cadre est extrêmement circonscrit, ce sont les livres qui ont été composés par des fous du droit commun qu'ont tous les hommes d'écrire et d'imprimer. Et il n'y a pas de génération littéraire qui n'offre quelques exemples. Leur collection formerait une bibliothèque spéciale assez étendue que je ne recommande à personne, mais qui me paraît susceptible de fournir un chapitre amusant et curieux à l'histoire critique des productions de l'esprit. » Fin de la citation. En fait, dans son ouvrage, Nodier, encore une fois d'ailleurs, qui est un ouvrage, cet ouvrage, Bibliographie des fous de quelques livres excentriques, c'est un ouvrage de référence, dès l'époque d'ailleurs, va en fait, à travers ce livre, va à la rencontre de certains de ces auteurs, on va dire pour le moins surprenants. Et alors je vais juste en donner un exemple. Il va notamment s'intéresser à l'un d'eux, et là je vais le citer, il écrit en ces termes: « Un des fous les plus caractérisés du XVIIe siècle est un certain Bernard de Bluet d'Arbert, qui se qualifiait du sobriquet de comte de Permission et de chevalier des ligues des 13 cantons suisses. Je présume que le comte de Permission usurpait, comme tant d'autres, ces hautes distinctions nobiliaires sans permission du roi et de monseigneur le chancelier. Blouet d'Arbert avait un grand avantage sur les fous de notre époque, il était admirablement naïf. Dès l'intitulation et recueil de toutes ses œuvres, il vous avertit qu'il ne sait ni lire ni écrire et n'y a jamais appris. Excellent Bluet d'Arbert, qui se fait auteur sans savoir ni lire ni écrire, et qui en prévient aimablement le public comme d'une chose toute naturelle. La première pensée qui me serait venue en ouvrant le livre d'un homme qui ne sait ni lire ni écrire, et qui l'avoue avec candeur, c'est qu'on pouvait y trouver quelques-unes des idées sensées, des révélations ingénues, des expressions pittoresques et vigoureuses que la lecture et l'écriture nous ont fait perdre. » Fin de la citation. Alors ce qu'on peut dire, c'est que quelques années plus tard, un autre livre va aussi avoir un grand retentissement. C'est en 1860. C'est un livre qui s'intitule « Une histoire littéraire des fous » et qui a été écrit par Joseph Octave Delepierre, un avocat et diplomate belge. Et Delepierre rapporte que dans certains asiles, des lieux sont réservés à la vente d'œuvres de fous.
Et Delepierre va également coécrire des articles avec Pierre-Gustave Brunet, un auteur et éditeur bordelais, qui publiera en 1880 aussi Les Fous littéraires, essais bibliographiques sur la littérature excentrique, les illuminés visionnaires. En fait, ce qu'on peut dire, c'est de manière plus prosaïque, dans le champ de la psychiatrie naissante, certains psychiatres vont s'appuyer sur les écrits en fait, de leurs patients pour affiner leur diagnostic ou les encourager en fait, à écrire pour s'exprimer. Et là, par exemple, on peut donner l'exemple en 1888, au sujet des fous littéraires, Paul Max Simon, qui était médecin en chef à l'asile public de Bron, dans le Rhône, il fait part notamment de ses analyses dans un article intitulé « Les écrits et les dessins des aliénés ». Et au sujet des écrits, il dit « Les écrits des aliénés offrent pour le médecin un intérêt tout spécial, soit qu'on les considère au point de vue des idées délirantes, soit qu'on les envisage simplement comme production graphique. Il arrive en effet que certains malades, qui ne se livrent en rien dans leurs entretiens, dévoilent dans leurs écrits les conceptions erronées dont ils sont assiégés. D'un autre côté, l'aspect des lettres dont les mots sont formés, l'agencement de ces mots, l'allure de l'écrit, en quelque sorte, variant souvent avec l'affection mentale dont le sujet est atteint, peuvent être d'un secours précieux dans quelques cas douteux et difficiles. » Fin de la citation donc, de Paul Max Simon, médecin en chef à l'hôpital de Bron. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, dans les hôpitaux psychiatriques, de nombreux malades écrivent, et certains vont même laisser des œuvres littéraires très impressionnantes. Je pense notamment à quelqu'un de très connu, Adolf Wölffli, l'un des grands noms, on pourrait dire, de l'art psychopathologique de la fin du XIXe siècle. Alors Wölffli, encouragé par le psychiatre suisse Walter Morgenthaler, qui va créer pendant plus de 30 ans la clinique psychiatrique de Le Waldau, près de Berne, en Suisse, où il a été diagnostiqué schizophrène, et il va laisser une œuvre artistique très riche, particulièrement en écriture. Et que, outre des centaines de créations picturales, surtout des dessins et des collages qui vont le rendre célèbre, Wölffli, en fait, va remplir de nombreux cahiers d'écriture. Il va même rédiger une biographie imaginaire de 25 000 pages avec une orthographe transformée. Voilà. Et ça, c'est vraiment... mais on pourrait en citer d'autres, parce qu'il y a eu d'autres, on pourrait dire, artistes qui étaient... ou artistes internés qui ont vraiment produit de l'écriture, beaucoup d'écriture. Alors, Jean-Pierre Brisset, fou littéraire et prince des penseurs. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les fous littéraires ne sont pas tous dans les hôpitaux psychiatriques et ne sont surtout pas forcément fous. C'est pour ça que l'appellation fou littéraire est vraiment à prendre avec beaucoup de prudence. On pourrait dire simplement qu'ils sont excentriques, atypiques, originaux et surtout, en fait, fondamentalement créatifs. Alors, parmi eux, on peut notamment évoquer Jean-Pierre Brisset, né en 1837 et décédé en 1914. Alors, j'évoque Jean-Pierre Brisset parce qu'il a laissé une vraie trace. C'est un apprenti pâtissier à la base, qui a été militaire également, professeur de langue, commissaire de surveillance administrative, inventeur aussi. Alors, il a inventé plusieurs choses. Il a inventé notamment une ceinture caleçon aérifère à double réservoir compensateur à l'usage des deux sexes. C'est donc l'ancêtre de la bouée. Et il va surtout publier en fait une dizaine d'ouvrages, dont par exemple l'art de nager appris seul en moins d'1 heure hors de l'eau, et pour accompagner son invention, puis des ouvrages de linguistique et enfin des ouvrages prophétiques. Et il va notamment publier La Grande Nouvelle, c'est ainsi qu'il s'intitule, qui sera en fait le fondement de tous ces ouvrages, et dans lequel il écrit, ou sur lequel en fait c'est en fait le cœur de l'ouvrage. Il dit « L'homme est né dans l'eau, son ancêtre est la grenouille, et l'analyse des langues humaines apporte la preuve de cette théorie. » En fait, Brisset affirme ainsi que l'homme descend de la grenouille. Alors, sur quoi il s'appuie ? Il dit « En effet, lorsqu'elle voit un appendice apparaître au niveau du ventre, la grenouille s'écrie « Quoi ?» Donc, quoi ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Que sexe est ? À savoir, en fait, que Brisset va s'amuser à faire une démonstration qui va reposer sur un incroyable, on va dire, réseau de calembours qui vont révéler la science de la parole, notamment basée sur l'homophonie. Et en 1900, Brisset, donc toujours lui, va faire distribuer à Paris par des crieurs une feuille au format d'un quotidien qui s'appelle La Grande Nouvelle, qui annonce notamment la parution de la science de Dieu ou la création de l'homme. Et il va publier ensuite, en 1906, Les prophéties accomplies. Et en 1912, Jules Romain, donc écrivain connu,
va découvrir Le mystère de Dieu est accompli, ainsi que Les origines humaines, qui sont donc 2 ouvrages de Brisset qui viennent de paraître de manière confidentielle. Et Jules Romain va organiser avec des amis une sorte un peu de canular pour l'élection du prince des penseurs. Et c'est ainsi que Brisset est élu le 6 janvier 1913 par 212 voix contre 55 à Henri Bergson comme le prince des penseurs pour l'ensemble de son œuvre. Ce qu'on peut dire en fait, c'est quoi? C'est que c'était une personnalité atypique, très créative, et que Brisset en fait va fasciner les surréalistes, dont Marcel Duchamp, mais aussi des ethnologues, des poètes, des écrivains, Michel Leiris, Raymond Queneau, et je pense aussi même Michel Foucault qui avait été très impressionné par toute la prose de Brisset. Alors Raymond Queneau à la rencontre des fous littéraires. Raymond Queneau, ce qu'on peut dire sur lui, là je renvoie à la vidéo qu'on a faite sur le mouvement oulipien, sur les Oulipo, c'est que d'abord Queneau était au sein du mouvement surréaliste, mais au début des années 30, en fait, il va s'en écarter, il va le quitter. Et en fait, c'est en sortant après cette rupture avec les surréalistes, qu'il va s'intéresser de très très près à ce qu'il appelle ces génies méconnus, et en fait essayer de comprendre la folie de ces auteurs à travers leurs ouvrages. Et en fait, à partir d'œuvres de fous littéraires recensés à la Bibliothèque nationale de France, Queneau va d'abord écrire le fruit de ses recherches dans une encyclopédie des sciences inexactes. Le problème, c'est que cette encyclopédie va être refusée par les éditeurs de l'époque. Et en fait, Queneau va recycler cette encyclopédie, ce travail, en fait, ce travail de recherche, en un roman qui va intituler Les Enfants du Limon, un très beau livre publié en 1938, ainsi qu'un essai, Aux confins des ténèbres, les fous littéraires. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans les Enfants du Limon, ça retrace l'histoire d'un personnage qui travaille une anthologie des fous littéraires, donc qui ressemble donc trait pour trait à Queneau lui-même, une anthologie qui ne parvient pas à publier, donc c'est vraiment l'histoire de Queneau, et en fait qu'il finit par donner à un autre personnage du roman, un certain Raymond Queneau, donc c'est ça plutôt très drôle, pour qu'il en fasse l'usage qui lui plaira. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que Queneau était un esprit très curieux, et qu'en réalisant ce travail, il a eu l'impression en fait de poursuivre son aventure surréaliste d'une autre façon. Et il est vrai que les fous littéraires, dans leur ensemble, font la part belle à ce qu'on pourrait dire une écriture branchée sur l'inconscient, ou du moins sur une écriture qui s'écarte en fait le plus possible du réel, mais aussi sur une inventivité verbale, sur des jeux de mots. Et c'est certainement cette raison qui explique pourquoi Queneau, qui était l'auteur notamment de Zazie dans le métro, se sentait des affinités fortes, voire même une identification avec les fous littéraires. Parce que pour lui, il voyait une sorte de nouvelle échelle de valeurs littéraires, et surtout une nouvelle forme peut-être de production textuelle qui fait la part belle à la créativité. Et rappelons au passage que Queneau, d'ailleurs, restera toute sa vie dans cette quête créative dans le champ textuel, et c'est pour ça aussi qu'il confondera avec le Lyonnais, l'Oulipo, donc l'ouvroir de littérature potentielle, donc ce groupe de recherche en littérature expérimentale. Alors finissons par les fous littéraires obsédés de littérature. Ce qu'on peut dire, c'est que par extension, l'appellation fou littéraire s'étend en fait aux personnes dont l'obsession est l'écriture, qui publient le plus souvent à compte d'auteur des textes en fait sur des thématiques décalées, on pourrait dire, des thématiques un peu hors normes, comme en fait on peut en trouver dans tous les arts. Et en fait, je vais citer une autre personne, c'est André Blavier, célèbre critique littéraire et poète belge, qui s'est éteint en 2001, auteur lui-même des Fous littéraires, qu'il a publié en 1982, une compilation sur les excentriques de la littérature. Selon lui, les fous littéraires peuvent être répertoriés selon plusieurs catégories. Alors, selon Blavier, il y a les fous qui écrivent sur le divin et l'origine du monde, il y a les fous savants, alors lui il dit principalement mathématiciens, il y a les fous philologues et linguistes, les fous proprement littéraires, les fous sociologues, réformateurs et sauveurs d'humanité, et les fous politiques. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que parmi les auteurs, donc ces fameux fous, entre guillemets, littéraires, pour reprendre les propos de Blavier, en fait, on va trouver des lunatiques, des fantaisistes, des neurasthéniques, des farfelus, des excentriques, des apôtres du désordre,
qui ont écrit en fait pour leur tiroir ou pour quelques initiés, loin des sentiers battus des institutions éditoriales. Et là, je vais reciter encore un exemple, c'est un certain Camarasa, ça c'est Blavier qui le cite, qui a fait un livre de 539 pages, agrémenté de 993 figures, qu'il a intitulé « La causerie brouettique », qui est en fait une étude exhaustive de la question de la brouette. Donc en définitive, les fous littéraires sont des auteurs, on pourrait dire plutôt inconnus, mais qui expriment leurs idées, leur créativité, et qui en fait, d'une certaine façon, rendent la vie plus drôle, plus légère, plus imprévisible et surtout peut-être plus poétique. Alors à lire, je l'ai cité, Les Enfants du Limon de Raymond Queneau, publié en 1993, alors c'est une réédition. J'ai cité de Marcel Réja, je pense qu'on fera une vidéo sur Marcel Réja, médecin lui-même poète, écrivain. De Marcel Réja, L'Arche et les Fous, le dessin, la prose, la poésie, publié en 1994. Les Fous littéraires d'André Blavier, dont je viens de parler, publié en 2000. Jean-Pierre Brisset, Prince des penseurs, grammairien, inventeur et prophète, de Marc Décimo, publié en 2001. Aux confins des ténèbres, Les Fous littéraires de Raymond Queneau, publié en 2002. Bibliographie des fous de quelques livres excentriques de Charles Nodier, publié en 2004. Enfin, Les Fous littéraires de Auguste Ivanovitch Tcherpakov, publié en 2012. Le dernier quand même qu'il faudrait que je précise, c'est Histoire littéraire des fous de Octave Delepierre, parce que je l'ai cité dans la vidéo, publié en 2015, c'est une réédition. Voilà. Enfin, à voir peut-être l'excellent site internet, pour ceux que ça intéresse, de l'IREFL, l'Institut international et d'exploration sur les fous littéraires, qui est un excellent site où il y a plein de choses dessus. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Voilà. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.